Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ian Proud, un diplomate britannique. Entre 1999 et 2023, il a occupé les fonctions de haut responsable et de conseiller économique à l'ambassade britannique à Moscou de 2014 à 2019. Il est également l'animateur du podcast populaire Peacemonger, dont je laisserai le lien dans la description. Merci Ian d'être revenu parmi nous. Merci Glenn, c'est vraiment agréable de te revoir. De même, vous avez aussi une page Substack d'ailleurs qui vaut vraiment la peine d'être lue. J'ai vu votre récent article intitulé « Sans une remise à zéro économique avec la Russie, un accord de paix pour l'Ukraine pourrait faire du Royaume-Uni et de l'Europe des reliques affaiblies d'un passé unipolaire ». Je me demandais si vous pouviez, peut-être si vous pouviez, présenter votre argumentation. Pourquoi cette remise à zéro économique avec la Russie est-elle une nécessité aussi impérieuse? Eh bien, la première chose que je dirais, merci Glenn, la première chose que je dirais, c'est qu'une grande partie de l'attention se porte désormais sur les négociations visant à mettre fin à la guerre, n'est-ce pas? À mettre fin aux combats, aux tueries et à toutes ces horreurs qui, franchement, auraient dû cesser un mois après le début de la guerre, au début de 2022. Et c'est un processus vraiment important, car il est très en retard, pour être honnête, et j'espère qu'il portera ses fruits. Même si, franchement, je suis sceptique quant à ses chances d'aboutir dans les prochains mois, mais nous verrons bien. Dans ce contexte, il y a aussi des discussions sur l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui pose évidemment toutes sortes de problèmes, car elle est encore loin d'avoir achevé ne serait-ce que la moitié des 33 chapitres nécessaires pour se conformer à l'acquis et à tout le reste. Et sans parler du fait que le pays est encore en guerre. Ainsi, toute tentative de mener des réformes a été mise en suspens et le restera jusqu'à la fin du conflit. Quoi qu'il en soit, vouloir accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'Ukraine Empowered, ce qui en principe n'est peut-être pas une mauvaise chose, me semble, comme je l'ai déjà dit, soulever de nombreux défis. Dans tout ce processus, ce qui manque vraiment, en dehors de ce que les Américains font de manière trilatérale avec l'Ukraine et la Russie, c'est une véritable discussion sur la future relation avec la Russie. Tout tourne autour de la fin de la guerre, ce qui est positif. Tout tourne aussi autour de la normalisation et de la reconstruction de l'Ukraine, ce qui est également positif. Possiblement rejoindre l'Union européenne. Vous savez, je pense que ce sera un processus assez complexe, mais potentiellement bénéfique à long terme. Personne ne parle vraiment de ce que sera la future relation avec la Russie. Et bien sûr, il y a deux aspects à cela. Premièrement, l'une des conséquences de la guerre et en réalité de la crise ukrainienne qui a commencé en 2014 est que l'Europe entre dans un déclin économique, car par choix politique, elle se coupe de l'accès à une énergie bon marché et choisit à la place une énergie plus coûteuse en provenance des États-Unis, ce qui entraîne la fermeture d'usines en Allemagne et sur tout le continent et pousse les citoyens ordinaires à faire face à des crises du coût de la vie et à ce genre de difficultés. Donc, vous savez, c'est une conséquence politique directe de la rupture des liens avec la Russie, compte tenu de son abondante offre d'énergie bon marché, entre autres. Et le deuxième défi pour l'Europe, c'est que si l'on ne parle que de mettre fin à la guerre et d'intégrer l'Ukraine à l'Europe, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qu'on ne parle pas de la relation avec la Russie, on risque de se retrouver dans une situation où, comme avec la Pologne et les États baltes, une Ukraine très antagoniste rejoindrait l'Union européenne tout en souhaitant maintenir une posture essentiellement hostile envers la Russie. Et à travers cela, vous savez, tout ce que vous faites vraiment,
s'est appuyé sur pause dans une guerre bien plus vaste avec la Russie, alors que l'Europe se remilitarise et vise 5% du PIB en dépenses de défense. Donc, à moins de vraiment chercher à aborder de manière globale comment l'Ukraine peut être normalisée, comment la guerre peut se terminer et comment rétablir les relations avec la Russie sur le long terme, nous risquons simplement d'accumuler des problèmes pour l'avenir, l'Europe se préparant à une guerre bien plus dévastatrice avec la Russie à terme. Eh bien, c'est pour cela que je trouve la recette pour résoudre la guerre si intéressante. Ce que l'on entend des Européens, plus ou moins, c'est « Eh bien, il suffit de conclure un cessez-le-feu, d'arrêter de se battre, et tout ira bien. » Vous savez, ils commenceraient bien sûr ensuite à acheminer des armes, peut-être même à envoyer leurs troupes, et il n'y aurait aucun règlement politique. C'est donc pour cela que je suis curieux. Car lorsque les Russes disent qu'un accord de paix doit s'attaquer aux causes profondes, pour eux, on ne peut vraiment s'y attaquer que si l'on se met à leur place. Dans une certaine mesure, il faut regarder ce qui s'est passé depuis même 1945, lorsque l'Europe a été divisée. Encore une fois, une partie de cela a été résolue 30 ans plus tard, du moins dans le format principal, avec les accords d'Helsinki en 1975. Ils ont dit « D'accord, voici comment nous pouvons faire en sorte que l'Est et l'Ouest travaillent ensemble. Nous allons construire à partir de cela. » Et c'est ainsi, bien sûr, que Gorbatchev a commencé à développer l'idée d'une maison européenne commune. En 1990, nous avons enfin conclu l'accord pour la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. C'était, vous savez, 1 an après la guerre froide. Nous aurions désormais une sécurité indivisible, une égalité souveraine, une Europe sans ligne de division, toutes ces idées. Nous avons ensuite repris ces idées de 1990 et des accords d'Helsinki pour créer l'OSCE en 1984. Nous sommes donc toujours sur cette voie, en construisant sur ce qui a été fait auparavant. Et puis bien sûr, c'est pour cela que l'élargissement de l'OTAN, à mon avis, est si dévastateur pour eux, parce qu'il a annulé tout le projet d'une architecture de sécurité pan-européenne qui visait à mettre fin aux lignes de division et à rendre possible une sécurité indivisible. Mais même alors, rien n'a bougé depuis 30 ans. Les Russes, aussi bien Eltsine que Poutine, ont dit « Nous pouvons rejoindre l'OTAN », mais il n'en est rien sorti. L'URSS et la Russie avaient conclu cet accord sur un espace commun en 2005. Ils avaient convenu d'harmoniser leurs efforts d'intégration en direction du voisinage commun. Mais cet accord a été violé presque avant que l'encre n'ait séché. En 2008, les Russes ont proposé cette architecture de sécurité pan-européenne. L'OTAN pouvait être préservée, mais elle devait s'inscrire sous ce cadre plus large. Les Européens et les Américains n'ont pas vraiment voulu en discuter. Les Russes ont proposé une union UPR-Russie en 2010, et là encore, personne ne voulait en entendre parler. Et tout le monde savait, du moins pas l'Ukraine. C'était la ligne rouge, comme l'a dit William Burns, la plus rouge de toutes les lignes rouges. Et pourtant, nous l'avons franchi. Nous avons le conflit. Nous avons essayé de le résoudre. Les accords de Minsk, 7 ans, se sont révélés être une imposture. Istanbul a été saboté. Et je suppose que, compte tenu de toute cette histoire, lorsque l'on regarde les causes profondes, c'est l'incapacité de l'Occident à vouloir développer une Europe fondée sur la sécurité indivisible. Si vous conseillez aujourd'hui le président Poutine, assis à Moscou, que lui diriez-vous? Lui diriez-vous, eh bien maintenant ils sont prêts. Maintenant ils veulent faire la paix. Ils veulent une Europe où l'on respecte la sécurité de chacun, où un camp ne devrait pas renforcer sa sécurité au détriment de l'autre. Ou bien penses-tu que tout ce que les Européens proposent aujourd'hui ne serait qu'une pause temporaire pour se réarmer et se préparer à frapper de nouveau? Je peux comprendre pourquoi les Russes sont critiques.
C'est pourquoi je dis qu'il semble que pour les Européens, si nous voulons la paix, il faut aller un peu plus loin qu'un simple cessez-le-feu. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec les Russes sur tout, mais il n'y a même pas de reconnaissance du fait que cela a des racines très profondes. Il y a un échec à mettre fin à cette politique de bloc et à accepter un format de sécurité inclusif. Je me demandais simplement, vois-tu une possibilité de mettre en place autre chose qu'un arrêt temporaire de ce que nous avons observé au cours des dernières décennies? Eh bien, Poutine a joué la carte de la fermeté. C'est sa stratégie politique jusqu'à présent. C'est absolument clair dans le sens où il ne veut pas régler le conflit tant qu'il n'aura pas obtenu des engagements clairs, fondés sur un traité concernant l'avenir. La discussion à ce sujet est en cours en ce moment. Si je devais le conseiller, je dirais que cette stratégie de fermeté fonctionne en réalité. Car vous savez, se contenter d'assurances tacites, par exemple sur l'élargissement de l'OTAN, n'est plus du tout suffisant à ce stade. Il faut quelque chose de bien plus important que le simple élargissement de l'OTAN. J'y reviendrai dans un instant. Se contenter d'assurances tacites ne fonctionnera plus, et les Russes devraient s'en tenir à quelque chose que je sais qu'ils veulent, car l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni me l'a effectivement dit. Ils veulent une sorte d'accord fondé sur un traité concernant l'avenir. Et alors qu'au début de la guerre, cela aurait peut-être dû ne traiter que des causes profondes du conflit lui-même, l'expansion de l'OTAN et ce genre de choses, je pense qu'à présent, les termes doivent être beaucoup plus larges en matière de sécurité pan-européenne. Parce que sans cela, vous savez, je pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'UMM revient en gros à une version allégée de l'OTAN. Franchement, puisque les objectifs de l'UMM et de l'OTAN sont désormais presque indiscernables. D'ailleurs, un professeur de Harvard, je crois la semaine dernière, écrivait dans Project Syndicate qu'à la lumière des récentes inquiétudes en Europe centrale, l'Europe devrait en réalité redonner davantage de compétences économiques à ses États membres, ce qui, à mon avis, est probablement une assez bonne idée, surtout compte tenu du blocage de l'accord commercial avec le Mercosur, et ainsi de suite. Mais l'un des compromis à faire pour cela consiste à centraliser davantage la politique étrangère et de sécurité commune, ce qui a immédiatement fait retentir des signaux d'alarme pour moi. Car avec l'augmentation massive des engagements de dépenses de l'OTAN à 5%, et avec une plus grande centralisation du pouvoir décisionnel au sein de la Commission européenne, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune à l'avenir. L'adhésion de l'Ukraine à l'UPL devient donc une sorte d'OTAN allégée. Cela signifie que même si la Russie obtient un engagement formel de ne pas étendre l'OTAN, elle pourrait en réalité faire face à une expansion de facto de l'OTAN à travers l'adhésion de l'Ukraine à l'UPL. Ainsi, le point essentiel est que dans tout traité visant à mettre fin au conflit, il faut parvenir à un accord beaucoup plus large sur l'avenir de la sécurité pan-européenne. Un accord qui inclut non seulement les engagements de la Russie, mais aussi ceux de l'Union européenne, et pas seulement ceux de l'OTAN. Il devrait exister une sorte d'accord pan-eurasien, des accords à travers les instances parlementaires pour gérer les interrelations, y compris sur le plan économique, afin de rouvrir les liens et de démanteler les barrières créées par le conflit. Je pense donc qu'un traité beaucoup plus vaste est nécessaire aujourd'hui, et que Poutine devrait réellement jouer la carte de la fermeté et s'en tenir à cela comme condition pour mettre fin à la guerre. Car les demi-promesses actuelles, si l'on écoute des personnalités comme Merz, Kaja Kallas ou Keir Starmer, ne montrent aucun engagement clair, aucune confiance dans le processus, ni aucune réelle volonté d'offrir le moindre compromis au camp russe. Je pense donc que la fermeté est la voie qu'il devrait continuer à suivre. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que sans cela, il se retrouverait simplement dans la même situation qu'avant le début de la crise ukrainienne. Une nouvelle guerre froide, une nouvelle sorte de rideau de fer aurait été créée.
Et en réalité, la tension à travers l'Europe sera encore pire qu'avant 2014, ce qui à long terme ne sera pas dans l'intérêt de la Russie. Mais il sait qu'en jouant lui aussi la carte de la fermeté, l'Europe commencera à craquer sous la pression financière du maintien de la guerre, qui se poursuivra aussi longtemps qu'elle refusera tout accord. Je pense donc toujours que même si la Russie souffre économiquement, il comprend que l'Europe souffre davantage sur le plan économique et qu'il prendra le pari de prolonger un peu la guerre pour obtenir cet accord de traité qu'il estime répondre aux besoins de la Russie. Oui, eh bien, j'ai aussi réfléchi à l'adhésion à l'Human Obel. Et je pense que d'un côté, ce serait un bon lot de consolation pour les Ukrainiens, car ils ont beaucoup perdu dans cette guerre. L'économie, la population masculine, tant de gens ont fui et ne reviendront pas. Et à un moment donné, les gens vont se demander à quoi tout cela servait-il. S'ils avaient pu obtenir un bien meilleur accord avec Minsk ou Istanbul, chaque jour ne ferait qu'empirer. Je ne pense pas qu'une paix où un camp est complètement humilié puisse être stable d'une quelconque manière. Et aussi, je suppose, pour être juste, même si je pense qu'une grande partie de ce conflit a été fabriqué, l'Ukraine a des préoccupations de sécurité très légitimes vis-à-vis de la Russie. Donc je me dis que l'UMAWE pourrait être une bonne solution, une voie intermédiaire. Le problème, c'est qu'autrefois, les Russes considéraient l'Union européenne comme le bon Occident, par opposition à l'OTAN, qui incluait les États-Unis, le mauvais Occident. Mais l'UEM a tellement changé ces dernières années. Elle est devenue si militante, si agressive. Vous avez sans doute vu le chancelier Scholz, à la conférence sur la sécurité de Munich, se vanter d'avoir infligé des souffrances sans précédent aux Russes et affirmer que la seule façon d'y mettre fin est de briser la Russie. Ce genre de langage, venant d'un chancelier allemand, il veut à nouveau posséder la plus grande armée d'Europe. Ce n'est plus la même Europe qu'autrefois, ni la même Union européenne. Mais je comprends pourquoi les Russes feraient probablement quelques concessions s'ils obtenaient une forme de règlement, de traité, d'accord. Il y a tellement d'autres conflits qui se profilent, à moins que nous nous attaquions aux causes profondes. Même Keith Kellogg a déjà fait remarquer qu'un accord devrait probablement aussi inclure la relation de l'OTAN avec la Moldavie et la Géorgie, puisque cela fait également partie des causes profondes. On dirait que nous pourrions avoir un autre affrontement sur la grande ligne de front finlandaise maintenant. L'Arctique devient plus militarisé, la mer Baltique, les menaces proférées contre Kaliningrad, les efforts possibles pour changer le régime en Biélorussie. Je veux dire, il y a tellement de points de tension possibles aujourd'hui. Mais vous avez mentionné que les Russes voulaient autre chose en plus de l'OTAN. Est-ce à cela que vous faisiez allusion, ou... Is this what you were alluding to, or? Oui, eh bien, ce que je voulais dire, c'est que sans un accord qui nous ramène au point de départ, en quelque sorte pour réguler la relation de la Russie avec l'Union européenne, qui est désormais pratiquement indissociable de l'OTAN, surtout à un moment où les Américains cherchent à se désengager de l'OTAN et à la remplacer par une OTAN européenne beaucoup plus importante, puisqu'ils concentrent leur attention sur la Chine. Le fait est que, même si l'on parvient à faire en sorte que l'OTAN accepte formellement, par un traité, de ne pas s'étendre davantage vers l'Est, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait de toute façon être une sorte d'OTAN allégée. Si l'on regarde Kaja Kallas, Kubilius et tous ces dirigeants bruxellois plutôt ternes, il est difficile de distinguer leurs propos de ceux de Mark Rutte en matière de militarisation et de ce genre de choses. Ainsi, une Ukraine très antagoniste, meurtrie et rancunière, rejoignant l'Union Pédémer pourrait avoir le même effet global qu'une Ukraine antagoniste et blessée, rejoignant l'OTAN,
du moins du point de vue russe. Je pense aussi qu'il faut parvenir à un certain accord avec l'Union européenne. Depuis le début de ce conflit, il a toujours été clair que le meilleur avenir de l'Ukraine résidait dans des relations plus étroites avec l'Europe, tout en maintenant des liens étroits avec la Russie. Cela n'a jamais vraiment changé. Si l'Ukraine rejoint l'UPEM, mais que l'UPEP ne normalise pas ses relations avec la Russie, on se retrouvera simplement avec un nouveau mur de Berlin, en réalité une nouvelle forme de rideau de fer entre la Russie et le reste de l'Europe. La dimension économique est donc essentielle. Il faut rouvrir les frontières pour permettre la libre circulation des personnes, rétablir les vols et tout le reste, acheter du gaz russe, ce genre de choses. Pas parce que la Russie a besoin que l'Europe achète son gaz, mais parce qu'elle a réorienté une grande partie de ses exportations vers l'Asie. Je veux simplement dire qu'en matière de normalisation des relations, contribuer à stimuler l'économie européenne, rouvrir les liens entre les peuples à travers l'Eurasie, toutes ces choses peuvent aider à atténuer les relations vraiment toxiques qui existent actuellement. Voilà ce que je voulais dire. L'adhésion à l'UPEM est en quelque sorte comparable à celle de l'OTAN, et pour cette raison, Poutine devrait chercher à établir un type de relation par traité beaucoup plus large. Et c'est pourquoi, que cela nous plaise ou non, et je suis franchement embarrassé par certaines des personnes qui dirigent à la fois les institutions européennes et les nations d'Europe, y compris Merz, Macron et Starmer, l'Europe doit jouer un rôle dans la négociation à un moment donné. Même si ce rôle se limite à établir un traité sur les relations futures avec la Russie après l'adhésion de l'Ukraine. C'est ce que je voulais dire. Oui. Eh bien, vous avez mentionné que l'atmosphère actuelle est assez toxique. Voyez-vous une volonté d'avancer sur ce sujet? Parce que, pour parvenir à une paix quelconque, il faudrait discuter de garanties de sécurité mutuelle. Je ne le vois pas. Je veux dire, si vous écoutez des personnes comme Kaja Kallas, et je comprends qu'elles fassent partie des éléments les plus radicaux au sein de l'UPEM, elles disent très ouvertement que la Russie n'a pas besoin de garanties de sécurité parce que c'est l'agresseur, et que l'Ukraine en a besoin parce que c'est la victime. C'est le niveau intellectuel de ces gens, s'ils pensent réellement ce qu'ils disent. Mais il y a aussi toute la question d'une diplomatie inclusive. Encore une fois, lors de cette conférence sur la sécurité de Munich, Merz a déclaré « Eh bien, à quoi bon parler aux Russes? Orban a essayé de le faire il y a 2 ans, et il n'a rien obtenu. Alors à quoi bon? Ça ne sert à rien de parler. » Je veux dire, c'est un pays qui a élaboré cette politique. C'est tout simplement honteux. Mais il présente tout cela comme si c'était d'une manière ou d'une autre dans l'intérêt de l'Ukraine. Tant qu'il ne parle pas à la Russie, le pays continue de brûler. C'est juste toute cette idée qu'un accord de paix doit être accepté par les deux parties. Nous avons eu 4 ans de sommet pour la paix où ils n'ont même pas invité les Russes. Ils parlaient de démanteler la Russie en morceaux. Ils appelaient cela un sommet pour la paix. C'est vraiment étrange. Et cela n'a pas changé. La conférence sur la sécurité de Munich ne compte pas parmi ses participants la plus grande puissance nucléaire du monde. La Russie n'y est pas incluse. La Russie n'est pas la bienvenue dans les forums diplomatiques. Et de toute façon, la conférence sur la sécurité de Munich n'est plus vraiment un forum de diplomatie. Franchement, si l'on considère certaines des choses étranges que les gens y disent. Et, vous savez, nous avons fait de l'Ukraine un atout bien plus important qu'elle ne l'est réellement. L'Ukraine est vaste par sa géographie, mais pas immense par sa population, et vous savez, objectivement pauvre et pratiquement en faillite, avec des ressources certes, mais pas une grande richesse. Sa société est brisée, ses villes largement dépeuplées, et elle fait face à une crise démographique majeure.
Je veux dire, vous savez, on les invite à ces grands événements mondiaux comme s'ils étaient de la royauté, tout en excluant la Russie. Nous sommes donc dans une situation où parler aux Russes est considéré comme inutile, malgré le fait que la Russie semble naviguer dans les turbulences du conflit, non seulement les conséquences économiques, mais aussi les conséquences politiques en ce qui concerne la position de la Russie dans le monde en développement, vous savez, mieux que l'Europe. Collectivement, nous faisons l'autruche en pensant que si nous continuons simplement à faire ce que nous faisons, et je le dis depuis le début, si nous continuons à faire ce que nous faisons depuis 2014, c'est-à-dire ne pas parler à la Russie, alors les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Mais en réalité, c'est pas le cas. Ils ne vont vraiment pas bien. Nous devons revenir à la diplomatie, comme tu le dis, une diplomatie inclusive. Nous devons parler aux Russes. Maintenant, il y a une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Après environ 6 mois de discussion, les Européens avancent à petits pas vers l'idée que quelqu'un en Europe engage réellement un dialogue avec Poutine. Cela pourrait être Macron, cela pourrait être Alexander Stubb. Ce ne sera certainement pas Kaja Kallas, parce que tu sais, les Russes ne seraient évidemment pas d'accord. Mais il leur a fallu des mois pour se mettre d'accord là-dessus, et ils ne se sont même pas encore mis d'accord. Je veux dire, peut-être que quelqu'un devrait parler aux Russes. S'il leur faut autant de temps pour se mettre d'accord, qui devrait réellement engager un dialogue? Vous voyez, ce sont des enfants. Ce n'est pas l'école. C'est le type de guerre le plus dangereux pour nous en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des écoliers qui décident. Eh bien, qui devrait parler à cette vilaine personne là-bas? Peut-être toi, peut-être moi. Oh non, ne le faisons pas, il fait trop peur. Franchement, c'est ridicule. S'il leur faut autant de temps pour décider qui peut parler à Poutine, combien de temps leur faudra-t-il pour décider de ce dont ils vont réellement discuter, de ce que devrait être l'ordre du jour et de la position de l'Europe dans tout futur dialogue avec la Russie? Europe's position is in any future dialogue with Russia. It's ridiculous. And that's why I think c'est ridicule. Et c'est pourquoi je pense que la guerre se poursuivra jusqu'en 2027. Vous savez, l'Europe a emprunté de l'argent pour prêter encore 90 milliards à l'Ukraine, donc ils sont couverts jusqu'au milieu de l'année prochaine. Ils estiment, à tort ou à raison, qu'ils n'ont pas besoin de parler à Poutine d'ici là. Cela leur donne un peu d'air. Et ils sont tellement lents à se mettre d'accord sur quoi que ce soit concernant le dialogue avec la Russie que les choses vont simplement traîner. Je veux dire, je ne vois rien qui laisse penser le contraire. Je suis désolé de le dire. Oui, c'est comme une parodie. Ils discutent entre eux pour savoir s'ils doivent ou non parler à l'adversaire. Je veux dire, c'est ça la diplomatie maintenant. Juste un groupe de types assis dans une pièce, tous d'accord entre eux, en train de débattre pour savoir s'ils doivent seulement parler à l'autre camp. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut bien impliquer les Européens. Car on ne peut pas avoir une architecture de sécurité européenne sans parler aux Européens. Mais ils semblent s'exclure eux-mêmes avec cette obsession d'isoler la Russie. Je veux dire, le monde entier traite désormais avec la Russie, que ce soit les Chinois, les Indiens ou même les États-Unis. Ce ne sont que les Indiens. Alors, quel est l'intérêt ici? Tout ce rêve, en 2022, d'isoler la Russie sur la scène internationale. À un moment donné, il faut bien accepter l'échec. Mais c'est une question plus large, en réalité. J'allais aussi poser une question à propos de ces 800 000 soldats, mais j'imagine que cela relève de leur conception de la paix, c'est-à-dire 800 000 soldats ukrainiens en temps de paix. J'ai du mal à imaginer que les Russes acceptent cela non plus. Mais la question plus large était, pensez-vous que l'Europe soit aujourd'hui capable de s'adapter à un monde multipolaire? Parce que dans un monde multipolaire, les États-Unis ont d'autres priorités.
Because in a multipolar world, the United States have other priorities. They can't be everywhere and they have to, again. Ils ne peuvent pas être partout et ils doivent encore une fois se concentrer sur l'hémisphère occidental et l'Asie. Quant aux Européens, ils ne semblent pas avoir beaucoup d'intérêts communs en dehors de la guerre en Ukraine pour le moment. Je veux dire, que se passera-t-il lorsque la guerre prendra fin? Comment les Européens s'accorderont-ils sur l'argent qui doit être restitué à la Russie? Qu'adviendra-t-il de l'unité de l'Union? Que ferait-il face aux États-Unis, qui considéreraient alors la situation comme réglée et pourraient intensifier leur réorientation stratégique? Je veux dire, peuvent-ils se permettre la paix? Comment pensez-vous que l'Europe peut s'adapter à un monde multipolaire? Encore une fois, nous vivons tous deux ici en Europe. Nous aimerions voir l'Europe réussir dans ce domaine, mais je ne vois encore aucun plan concret. Eh bien, j'allais dire exactement la même chose. Je veux dire, je vis en Europe, principalement au Royaume-Uni, en tant que partie intégrante du concept plus large de l'Europe, bien sûr. Tout ce que je dis concerne la stabilité de l'Europe elle-même. Je ne dis pas ces choses parce que je veux que la Russie en tire profit. Je ne souhaite d'ailleurs aucun mal à la Russie. Mais mes réflexions et mes propositions sont fondées sur ce qui serait bon pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe dans son ensemble, y compris, je suppose, dans une certaine mesure pour la Russie aussi. Mais ce n'est pas ma principale préoccupation. Vous savez, je veux dire, sur le plan tactique des 800 000, eh bien, l'Ukraine ne peut tout simplement pas se le permettre. Et de toute façon, quand la guerre prendra fin, n'auront-ils pas besoin que tous leurs jeunes hommes accomplissent un travail productif plutôt que de rester dans les casernes à cirer leurs bottes en attendant une autre guerre? Ils auront sûrement besoin du plus grand nombre possible d'hommes et de femmes travaillant réellement dans leur économie pour la relancer, plutôt que de rester en uniforme payé par Bruxelles, car l'Ukraine ne pourra pas se permettre de financer cela elle-même. Il n'y a absolument aucun signe que l'Europe souhaite se tourner vers un monde multipolaire en ce moment. Sa politique étrangère est devenue centrée sur une seule question, et cette question unique est la défaite de la Russie. Et elle échoue même sur ce point. Vous savez, elle essaye de conclure des accords de libre-échange, mais elle n'y parvient pas, car ces accords se heurtent à la souveraineté nationale, certains pays bloquant les négociations. L'Europe est paralysée. L'Europe est dans un état de paralysie totale en ce moment. Et pour son propre bien, non seulement pour celui de la Russie, mais aussi pour le sien, elle doit entretenir une relation normale avec la Russie. Et c'est d'une évidence aveuglante. Ça leur saute aux yeux, et pourtant ils ne le voient pas. Et une partie du problème, je déteste le dire, une partie du problème, c'est Zelensky. Je pense qu'ils ont trop misé sur lui, au point de ne plus pouvoir s'en détacher malgré toutes ses faiblesses. Je veux dire, j'ai entendu Zelensky dans une interview à Politico, je ne sais pas si tu l'as vu, faire un commentaire étrange sur la nécessité d'un compromis, tout en disant que la Russie avait déjà eu tout le compromis qu'il fallait, parce que Poutine n'était pas en prison. Eh bien, ce n'est pas le propos d'un homme d'État sérieux. C'est le propos de quelqu'un qui s'accroche au pouvoir et qui est prêt à tout pour faire sourire les gens à Bruxelles. Vous savez, ce n'est qu'un comédien, un plaisantin, un artiste, mais il ne dirige pas vraiment son pays correctement. Zelensky dirige son pays de manière épouvantable. S'il se souciait vraiment de l'Ukraine, il accepterait que la guerre prenne fin, car l'Ukraine est en train de perdre. Elle devient de plus en plus en faillite. Et dans le même temps, l'Europe devient elle aussi plus pauvre, ou du moins se désindustrialise et glisse vers la décadence économique. Mais c'est parce que les Européens continuent en quelque sorte de le ménager comme un petit projet personnel. Ils n'arrivent pas à admettre qu'en réalité, l'Ukraine se porterait mieux sans Zelensky.
Ukraine will be better off without Zelensky. While Zelensky's Vous savez, pendant que Zelensky est dans la salle à dire toutes sortes de choses à la fois comiques et hostiles sur la Russie, je ne vois aucune perspective que l'Europe élabore ses propres idées en matière de politique étrangère. Parce que la politique étrangère de l'Europe est dictée par Volodymyr Zelensky. C'est ainsi que je le vois, c'est ainsi que cela apparaît. Il exerce une influence démesurée sur le processus. Et à moins de rompre ces liens, à moins que les Européens ne parviennent réellement à formuler leurs propres idées sur ce que devrait être leur politique étrangère, en faisant abstraction du bruit de fond qui vient de Washington, alors ils sont fichus, je crains de devoir le dire, car ils manquent simplement d'idées et sont trop engagés dans un projet voué à l'échec dont ils ne peuvent plus sortir. Quand cette guerre prendra fin, cependant, un tout nouveau chapitre commencera, car il pourrait ne pas s'agir seulement d'un effondrement en Ukraine. Il sera aussi intéressant de voir ce qu'il adviendra de l'UPA. Parce que si vaincre la Russie est, comme tu l'as dit, la seule politique étrangère existante aujourd'hui, quelle direction prendra-t-elle ensuite? Tu sais, cela va être assez intéressant. Mais Zelensky n'est pas le seul à faire ces remarques. Kaja Kallas a également déclaré qu'après une guerre, un accord de paix devrait inclure une réduction de la taille de l'armée russe. Je veux dire, c'est le camp perdant qui essaye d'imposer ses conditions au camp gagnant. Et elle dit cela au moment même où les Allemands et les autres parlent de s'armer jusqu'aux dents. Oui, oui. Donc c'est juste, mais tout le monde doit hocher la tête et dire « Oui, bien sûr, bien sûr ». Sinon, on est déloyal. On est un agent russe, parce que la seule façon de montrer son patriotisme en Europe aujourd'hui, c'est de battre le même tambour. Que si c'est mauvais pour la Russie, c'est bon pour nous. C'est toute la logique. Oui. Ouais, et tu sais quoi? Je veux dire, c'est la personne que Politico, le Financial Times, le Telegraph et tous ces médias européens grand public invitent tout le temps à la télévision pour raconter ces absurdités. Parce que c'est ce que le marché accepte et les Russes ne sont pas là pour présenter leur version. Donc je veux dire, c'est pour ça que les citoyens européens sont tellement drogués à la propagande sans fin qui sort d'elle à travers les médias traditionnels. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Tu sais, elle ne dit pas ça parce qu'elle pense que c'est vrai. Elle est elle. Et une politique étrangère défaillante. Et en réalité, les gens adorent entendre ce qu'elle a à dire. Et cela, malheureusement, est une vision très cynique, mais je le crains, très réaliste, de la raison pour laquelle nous sommes dans un état aussi déplorable en Europe en ce moment. Des personnes comme elle n'est pas une cause, elle est un symptôme du cancer, si l'on peut dire, qui ronge nos mécanismes internes de politique étrangère. Eh bien, si les gens veulent voir à quel point la situation s'est dégradée en Europe, il leur suffit de regarder cette conférence sur la sécurité. C'est ridicule, bien au-delà de l'absurde. Et c'est censé être la conférence sur la sécurité la plus respectable qui existe. Oui, je veux dire, on obtiendrait de meilleures politiques en allant au festival de comédie du Fringe d'Édimbourg, franchement. Je déteste le dire, mais je crains que ce ne soit vrai. Eh bien, merci pour ce temps pour votre journée. J'apprécie vos réflexions, c'est dans cet article. Oui, j'allais dire, Glenn, je ne sais pas si nos femmes devraient s'inquiéter qu'on se parle le jour de la Saint-Valentin, mais c'est toujours agréable de te parler. Merci. Oui, je vous remercie. Moi aussi. Prends soin de toi.